Right. Une fois que l'installation a été réalisée de votre instance de WordPress en local, il est temps de faire connaissance avec ce qu'on appelle le tableau de bord. Le tableau de bord, pour y accéder, c'est assez simple. À partir d'un navigateur web qui est bien entendu installé sur votre ordinateur local, l'ordinateur qui sert de serveur de préférence, parce que vous pouvez y accéder à distance, mais bon, ça c'est une autre histoire. Il faudrait, au niveau de l'adresse, que vous entriez l'URL de votre serveur web, c'est-à-dire l'adresse de votre serveur web. Dans la plupart du temps, ce sera localhost. Il faudrait ensuite que vous entriez le nom du dossier qui contient le site web et que vous fassiez suivre le tout par wp-admin. Alors, si on prend le cas de notre situation, notre serveur web, son adresse c'est http://localhost. Ça, c'est le serveur web. Si on tape juste cette adresse, on tombe sur la page par défaut de notre serveur web. Mais après cette adresse, on doit ajouter un slash. On ajoute le nom du dossier dans lequel on a mis notre site web. Dans notre cas, c'était une étape à la fois. Alors, si on valide tout simplement, on va tomber sur la partie visible du site web, c'est-à-dire, comment dire ça? Oups, là j'ai oublié de me déconnecter, permettez-moi de me déconnecter. Donc je recommence. Donc si on tape juste cette adresse, on tombe sur le site web que, entre guillemets, tout le monde va voir. Je dis entre guillemets, pourquoi? Parce que là on est en local, donc tout le monde c'est tout simplement vous, peut-être les membres de votre famille ou bien vos collaborateurs, etc. Mais si on était dans le cas d'un site web qui est publié sur Internet, après le nom, après l'adresse du serveur web et le nom de votre dossier, on aurait vu le site web qui sera vu par tout le monde. Petite précision, si vous êtes chez un hébergeur public et tout ça, probablement cette URL-ci sera tout simplement le nom de votre site web. Donc si par exemple mon site web s'appelle sokawakata.com et que je suis hébergé chez GoDaddy, HostGator ou je sais pas trop qui, ça aurait été à la place de localhost slash peut-être sokawakata, etc. Ça aurait été tout simplement sokawakata.com. Bon, ça c'est pour une autre fois. Mais en local, vous faites d'abord installer, vous écrivez d'abord le nom de votre serveur web, slash, le nom du dossier là où vous avez déployé votre site web, parce que vous pouvez déployer plusieurs sites web en local. Mais là, vous avez juste le site web, comment dire ça, public. Si vous voulez maintenant accéder à l'interface d'administration de votre site web, il faudrait qu'après le nom du site web, après le nom du dossier qui héberge le site web, que vous mettiez un slash et que vous mettiez wp-admin. Si les réglages sont par défaut. Si vous validez, vous allez être dirigé vers un formulaire qui va vous permettre de vous connecter à l'interface d'administration. Ici, le nom d'utilisateur, c'est celui que vous avez défini pendant l'installation. Pour des raisons de sécurité, prenez des noms fantastiques, comme je vous ai dit. Bon, j'ai pris bienvenue, ce n'est pas si fantastique que ça, mais prenez des noms qui, de préférence, sont éloignés du nom de votre site web, éloignés des standards comme administrateur, admin, administrator, etc. Et le mot de passe, vous prenez le mot de passe que vous avez défini. Alors moi, j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire j'ai pris un mot de passe d'une simplicité extrême, mais prenez des mots de passe complexes qui eux aussi n'ont rien à voir avec votre système, qui sont faciles dont vous pouvez facilement vous souvenir, mais qui sont impensables, inimaginables par les éventuels pirates et les programmes de piratage. Et lorsque vous êtes correct, vous pouvez valider. Nous allons donc passer à la présentation générale de cette interface qui va vous accompagner assez souvent dans vos péripéties WordPressiennes.
Alors, le tableau de bord, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un environnement qui va vous donner une vue générale, un état global de votre système. Votre système ici, c'est votre site web qui est propulsé par WordPress. C'est donc ici que vous allez être capable de savoir des choses comme par exemple la version que vous avez. Quelle est la version de WordPress que vous avez? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'elle est en retard? Est-ce qu'elle a besoin de mise à jour? C'est là que vous serez capable de gérer le contenu de votre système. Non seulement de voir les contenus qui existent, mais également de pouvoir rajouter des contenus, de pouvoir les modifier, de pouvoir les supprimer. C'est là que vous allez également voir, dans certains cas, apparaître certaines des interactions de votre site web avec l'extérieur. Par exemple, si vous recevez des commentaires, si vous recevez des courriels. Bon, les courriels, c'est un peu spécial, on y reviendra plus tard, etc. Alors, présentation globale. Si vous n'avez touché à rien, au niveau de l'URL, vous avez votre serveur local web, le nom du dossier qui abrite le site web ainsi que WP Admin. Juste en dessous de la barre d'adresse, vous allez avoir la barre supérieure du tableau de bord qui contient à l'extrême gauche le nom du site web. Lorsque vous passez la souris au-dessus, vous avez un lien qui vous permet d'aller sur le site web. Et soit dit en passant, parmi les bonnes pratiques à avoir, lorsque vous travaillez avec l'administration de WordPress, le tableau de bord, il serait bien d'utiliser beaucoup les onglets de votre navigateur pour ne pas avoir à faire des allées et venues avec votre fenêtre. Donc en général, si vous voulez visiter autre chose, vous passez par exemple la souris au-dessus du lien, vous cliquez droit, et vous ouvrez le lien dans un nouvel onglet. Ça fait que vous pouvez être sur deux environnements, même pas deux environnements, mais deux parties de votre site web en même temps, sans avoir à cliquer sur des liens, revenir, etc. Ça prend, c'est quelques secondes, mais si vous faites un travail intense, ces quelques secondes peuvent vite se transformer en minutes. Donc, avec ce lien, vous avez la possibilité de voir à quoi ressemble votre site web au moment où vous êtes en train d'effectuer l'opération. Ici, juste à côté du nom du site web, on a l'état des mises à jour de votre système. Ici, on peut constater qu'il y a 2 mises à jour qui sont nécessaires pour le système. Ici, on a l'état des commentaires parce que vous pouvez programmer votre site et le configurer pour recevoir les commentaires. Lorsque vous publiez quelque chose, les gens réagissent. Vous pouvez voir s'il y avait des commentaires que vous n'avez pas encore lus, ils seraient apparus ici, à côté de la bulle qui est là. Et là, vous avez un lien qui va vous permettre, c'est un raccourci, de créer rapidement des articles, des fichiers médias, des pages, etc. Tous ces éléments-ci sont disponibles à partir du menu qu'on va explorer tout à l'heure, mais vous pouvez les avoir rapidement en un clic. Et complètement à la droite de cette barre supérieure, vous avez les informations concernant votre profil. Donc votre nom, vous pouvez modifier votre profil, vous pouvez vous déconnecter. Ok, dans la partie complètement gauche, nous avons une barre qui comporte le tableau de bord proprement dit, le menu du tableau de bord. Donc le voici ici. Et chacune des commandes de ce menu sont parfois des sous-menus qui vont vous diriger vers des sections entières des configurations du tableau de bord. On va y revenir dans quelques minutes. Et puis ici dans la partie centrale, vous avez le contenu du tableau de bord qui va beaucoup varier en fonction des éléments que vous allez sélectionner ici. Là, ici, nous sommes dans le sous-menu tableau de bord. Nous avons donc le contenu du tableau de bord qui apparaît et on va l'examiner en détail tout à l'heure. Allons-y donc une étape à la fois. La première commande du tableau de bord, c'est le menu tableau de bord. C'est un peu comme la page d'accueil du tableau de bord, c'est-à-dire que si vous ne cliquez à rien dans les options, c'est ici que vous allez atterrir. Ça vous donne une vue globale de votre système. Par défaut, vous avez une boîte, une zone qui vous souhaite la bienvenue et qui vous donne des liens rapides sur ce que vous avez à faire. Ça peut être pertinent si vous venez de débuter avec votre site web et avec WordPress, parce que ça vous dit les choses
qu'il est important de faire. Donc, par exemple, ça vous dit ici que pour commencer, il faut personnaliser votre site web ou changer de thème parce que le thème définit l'apparence, on le verra un peu plus tard. Et après avoir défini l'apparence de votre site web, vous pouvez créer des articles, créer des pages qui vont vous présenter, mettre en place la page d'accueil, afficher votre site web, et puis vous pouvez gérer d'autres choses comme les widgets. Donc c'est un peu comme un canevas de travail si vous ne savez pas très bien comment faire. Alors ce canevas de travail, c'est un bon canevas, il est structuré, mais ce n'est pas comme un dogme. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses exactement dans cet ordre-là. Il est vrai que si vous les faites dans cet ordre-là, il y a des modifications que vous n'allez pas beaucoup changer. Par exemple, si vous commencez à écrire les articles et ce n'est qu'après que vous personnalisez votre site web, parfois ça aura des effets pervers parce que certaines des modifications que vous allez faire ici vont être écrasées ou annulées par la personnalisation du site web par la suite. Donc, parfois, ce serait plus logique de commencer par la personnalisation du site avant de faire tout le reste, ainsi de suite. Mais par exemple, c'est pas tous les sites web qui auront une page à propos pour tout un tas de raisons. Parfois, dans votre site web, vous n'aurez pas de blog, donc vous n'aurez pas besoin d'articles, etc., etc. Donc, ça fait que vous n'êtes pas nécessairement obligé de suivre toutes ces étapes dans l'ordre qui est suggéré ici. Mais c'est une bonne façon de commencer à structurer. Nous, dans notre cas, on va fermer ceci. Ça va nous permettre de gagner un peu d'espace sur notre tableau de bord. En plus de ces éléments, vous avez des coups d'œil qui vous disent rapidement de quoi est constitué votre site web, comment est structuré votre site web. Donc, en l'état actuel, nous venons juste de créer le site web. Nous avons un article, nous avons un commentaire, nous avons une page. Notre site web a la version 5.3.2 de WordPress et le thème qui est installé en ce moment c'est 2020. Donc en un coup d'œil, vous avez vraiment des statistiques de base concernant le site web. Vous avez également tout un tas d'actualités en rapport avec ce qui se passe dans WordPress, etc. Oups, désolé, c'est plutôt ici au niveau des événements et des nouveautés. Alors, vous pouvez consulter ces informations, ça vous permet de savoir ce qui se passe dans le monde WordPress si vous voulez des formations. C'est également important parce que parfois, on découvre des vulnérabilités sur WordPress, des choses qui ne marchent pas si bien, des failles de sécurité, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas abonné à certains magazines, à certaines revues sur Internet, ici peut être un bon endroit pour être au courant de ces choses. De telle sorte que si vous vous rendez compte qu'il y a une vulnérabilité, bon, ben, vous pouvez lire l'article, voir comment la fixer, comment préserver votre site web des attaques, etc., etc. Alors, moi, pour ma part, bon, on va y arriver plus tard, je préfère déplacer cela un peu plus loin. Et puis, vous avez une autre zone ici pour gérer le brouillon rapide, parce que parfois, vous avez des idées en tête, mais vous n'avez pas nécessairement le temps de vous concentrer et développer cette idée d'un bout à l'autre pour pouvoir, par exemple, créer un article ou créer une page, etc. Alors, vous avez une zone ici pour brouillon rapide qui vous permet de capturer rapidement l'information parce que avec le cerveau, si vous ne faites pas certaines choses au moment où elles viennent, vous pourriez ne jamais les faire par la suite parce que vous pouvez peut-être oublier l'information ou être tellement occupé que vous n'y arrivez plus, en bref. Donc ça, c'est un élément qui peut vous permettre de capturer l'information et de la sauvegarder comme un brouillon. Ça veut dire qu'après avoir rentré les informations ici, le titre de ce que vous voulez faire et une ébauche de contenu, ce ne sera pas visible sur votre site web, non. Ce sera gardé à l'état de brouillon, ce qui fait que vous pourrez toujours revenir et améliorer, bonifier avant de rendre ça vraiment public. Dans le tableau de bord, nous avons 4 zones de base, nous avons 4 colonnes. Ces colonnes-là, vous pouvez disposer ces contenus comme vous le voulez. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, les événements, c'est important, mais ce n'est pas si critique pour moi. Donc, les voir à gauche, là, n'est pas pertinent. Soit dit en passant, si vous êtes dans une culture occidentale, le cerveau semble être programmé pour rechercher les éléments importants à gauche. C'est pour ça que par exemple les logos sont à gauche, certains menus commencent à gauche, ils sont en haut, etc. Parce que l'œil a tendance à chercher les informations importantes à gauche. Il commence au moins les recherches à gauche.
Donc, ce qui est important pour vous, vous pourriez le mettre à gauche. Mais tout dépend de comment fonctionne votre cerveau. Ça, je vous le laisse. Alors ça, c'est moins important pour moi, par exemple. Donc, ceci, je vais placer la souris au niveau de... Donnez-moi une seconde. Au niveau de la zone de titre, ici. Je clique, je maintiens. Et je vais le déplacer dans la 4e colonne, par exemple, parce que c'est un peu moins important pour moi. Au niveau de l'activité, vous avez les détails du coup d'œil, mais avec un peu plus de détails. Donc, on sait par exemple que l'article qui a été récemment publié, c'est un article qui s'appelle Tout le monde, Bonjour tout le monde, et voici les commentaires qui ont été effectués. Donc, vous voyez qui a effectué le commentaire, vous voyez les premières lignes du commentaire, et là, très rapidement, vous pouvez effectuer des tâches comme peut-être accepter le commentaire, le refuser, etc. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Les brouillons rapides, on va les déplacer, on va plutôt les mettre là. Et l'activité, on va la mettre ici. On va laisser pour le moment le coup d'œil ici. Vous n'êtes pas obligé de disposer ça comme moi. C'est vraiment à votre guise. Et vous pouvez... tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 4 colonnes. Et vous pouvez disposer vos widgets dans ces colonnes comme vous le voulez. Je peux par exemple décider de mettre l'activité dans la 4e colonne, mais en dessous des événements et nouveautés, ce qui laisse la 2e colonne libre. Je peux décider de masquer si l'information n'est pas importante, si elle me distrait. Ou alors à un moment donné, quand vous allez commencer à installer les extensions, vous aurez de plus en plus de widgets disponibles. Donc parfois ça peut faire un peu touffu ici. Si certaines choses vous les regardez un peu moins souvent, vous pouvez juste les réduire comme cela. Ça permet de rendre votre espace de travail beaucoup plus clair. Autre chose, nous avons ici les options à l'écran. Vous avez des éléments que vous pouvez afficher ou cacher. Alors ici, là, nous avons les widgets, les boîtes qui ont été cachées. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, nous avions la boîte de bienvenue. Je l'ai fermée parce que, bon, comme je vous ai dit, nous n'allons pas nécessairement suivre ces étapes-ci dans cette séquence-là. Donc, c'est pas nécessaire. Et pour gagner en place, je l'ai fermée. Et de la même manière, vous pouvez décider, si certaines choses ne sont vraiment pas pertinentes pour vous, de juste les enlever, ce qui va rendre votre espace encore plus, comment dire ça, plus disponible, plus flexible, etc. Et donc, si vous supprimez, par exemple, un des éléments, et qu'à un moment donné, vous vous dites que vous en avez besoin, ce n'est pas perdu, il suffit que vous veniez ici dans les options d'écran, quand vous êtes dans le tableau de bord, et que vous les réactiviez. Ils vont réapparaître à l'endroit où ils étaient. Alors ça, c'est pour le tableau de bord. Nous sommes ici dans le tableau de bord dans la zone accueil. Nous avons une zone mise à jour qui nous permet de voir quelles sont les mises à jour qui sont disponibles pour notre système. Et vous avez globalement 3 types de mises à jour qui peuvent être effectuées. Vous avez la mise à jour de WordPress, parce que WordPress c'est l'élément principal qui propulse votre site web. WordPress évolue assez régulièrement. Et si vous voulez que votre site web continue d'être protégé, continue de bénéficier des nouvelles améliorations, vous avez intérêt à le maintenir à jour. Alors, il y a tout un débat à savoir s'il faut mettre toutes les mises à jour, est-ce qu'il faut mettre les mises à jour aussitôt qu'elles sortent? Bon, ben ça c'est pour une autre fois. Vous avez donc, ça c'est le premier type de mise à jour. Vous avez les mises à jour par rapport aux extensions. Les extensions, c'est globalement les fonctionnalités que vous rajoutez à votre site web. Votre site web vient avec l'ossature de WordPress qui est déjà assez capacifié, je sais pas comment je peux dire, qui a suffisamment de fonctionnalités de base, mais vous pouvez rajouter des fonctionnalités à votre WordPress pour transformer par exemple votre site web en boutique, pour transformer votre site web en agence de voyage, de réservation, pour transformer votre site web en tout un tas de trucs, pour lui rajouter des fonctionnalités. Et ces fonctionnalités que vous rajoutez, ce sont des extensions et elles aussi, elles ont des mises à jour plus ou moins régulières. Alors si vous voulez bénéficier des dernières améliorations, vous gagneriez également à mettre à jour ces éléments-là. Donc ici, on a une extension qui s'appelle Akismet Anti-Spam qui a une nouvelle version. Actuellement, la version installée sur notre système, c'est la 4.1.3, mais la version qui est disponible, c'est la 4.1.4. Ok.
Soit dit en passant, les mises à jour, c'est un peu délicat, parce qu'il y a des mises à jour qui peuvent briser votre système, pas tout le temps, mais ça peut arriver. Mais je pense on va en parler une autre fois parce que c'est tout un sujet en soi. Ok, donc le troisième type de mise à jour que vous pouvez effectuer, c'est par rapport au thème. Les thèmes gèrent globalement l'apparence et parfois même des fonctionnalités additionnelles de votre système et ces éléments-là évoluent également. Alors le problème avec les mises à jour, c'est que ces dimensions n'évoluent pas en même temps. Donc WordPress a son cycle de mise à jour, les extensions ont chacune leur cycle de mise à jour, les thèmes ont chacun leur cycle de mise à jour. Donc il se peut qu'il y ait des fois où vous arrivez dans votre tableau de bord et c'est WordPress qui nécessite des mises à jour. Une autre fois, ce sera une extension en particulier. Une autre fois, ce sera, etc., etc. Donc, pour faire un peu de cohérence dans tout ça, pour mettre un peu de cohérence dans tout ça, vous pourriez vous donner un objectif de mettre à jour votre système, comment dire ça, périodiquement. Par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois. Bon, une fois par mois, c'est peut-être un peu intense parce que les choses évoluent énormément en l'espace d'un mois. Je vous dirais de vérifier au moins une fois par semaine votre système, surtout si c'est un système en production. Bon, si c'est en local, bon, ben, ça dépend de vous. Très bien. Ah, j'allais oublier. Si vous utilisez le système de base en anglais, vous n'aurez pas le quatrième type de mise à jour qui existe, qui sont tout simplement les traductions. Alors moi j'ai utilisé la version française-canadienne de WordPress et les traductions sont améliorées parce qu'il y a des moments où ils ne traduisent pas tout, parfois ils traduisent mais c'est pas tout à fait optimal, donc les traductions évoluent également. Donc si vous avez une version traduite de WordPress qui n'est pas en anglais, vous aurez probablement ce quatrième type de mise à jour que sont les traductions. On reverra cela plus tard. Prochain arrêt, c'est la zone des articles. On reviendra plus en détail là-dessus, mais les articles, globalement, c'est un peu comme des billets que vous postez sur votre site web. Et la particularité des billets, c'est que c'est une tâche qui peut être effectuée en continu. Et les billets ont parfois une durée de vie ou alors une pertinence qui est figée dans le temps. Donc vous pouvez par exemple publier quelque chose sur l'état de la musique en 2020, par exemple. Ça, c'est le titre de votre billet. Il est clair qu'en 2021, ce que vous avez écrit dans ce billet-là ne sera peut-être plus vrai, ce ne sera peut-être plus d'actualité. Donc il faudra soit supprimer ce biais, soit en créer un autre qui sera spécifique à 2021, etc. Donc les biais ont quelque chose de temporel, de temporaire plutôt. Ils ont un côté un peu éphémère. Pas toujours, hein. Il y a des biais qui peuvent être valables de très nombreuses années, mais par définition, par rapport à ce qu'est votre site web, il y a une dimension un peu éphémère qui leur est associée. Autre particularité des biais ou des articles, c'est que par défaut, si vous laissez votre système tel quel, lorsque vous publiez un article, vous vous attendez à ce que des gens réagissent sur cet article, commentent, aiment, détestent. Bon, j'imagine que vous préférez que les gens aiment vos articles, mais il y en a qui vont les détester pour tout genre de raisons, etc. Et puis, autre chose également par rapport aux articles, vous pouvez les structurer, les classer, les regrouper par catégorie. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez ici au niveau de la zone article, vous avez une commande pour tous les articles. C'est elle qui est affichée par défaut. Ça va vous afficher tous les articles que vous avez créés dans votre système. Pour le moment, nous avons un article qui s'appelle Bonjour tout le monde. Vous avez le nom de l'auteur, la catégorie associée, les étiquettes ou les mots-clés associés. Vous avez la possibilité de savoir s'il y a eu des commentaires sur cet article et quand est-ce que l'article a été publié. Alors, auteur, si vous êtes le seul auteur dans votre système, ça peut être un peu redondant parce que ce sera toujours vous qui allez apparaître là. Mais c'est intéressant parce que vous avez la possibilité
d'avoir plusieurs personnes qui gèrent le contenu. Et comme et si plusieurs personnes gèrent le contenu, plusieurs publicateurs, ça peut être intéressant de savoir que tel article c'est Pierre qui l'a fait, tel article c'est Paul, tel article c'est tel, etc., etc., etc. Dans les catégories, ça vous permet juste de structurer vos articles. Les mots-clés, ça permet d'ajouter une autre dimension de structure à votre système. Le menu ajouter va vous permettre d'ajouter les articles, on y reviendra un peu plus tard. Le menu catégorie va vous permettre de définir les catégories dans lesquelles ces articles pourront être classés. Et le menu étiquette vous permet de définir les mots-clés auxquels vous allez associer certains de vos articles. Vous pouvez le faire en avance. Ça, c'est très intéressant si vous savez d'avance de quoi parleront vos billets de blog, vos articles et vos différentes interventions. Mais si vous ne les savez pas en avance, peut-être parce que ça évolue, peut-être parce que vous ne le saviez tout simplement pas, pendant le processus de création des articles, vous aurez la possibilité de les rajouter on the fly, en cours de route. Okay. Nous avons une autre section ici, la section des médias. Les médias, c'est tout ce qui n'est pas page et tout ce qui n'est pas article. Et c'est tout ce que vous pouvez rajouter à votre contenu pour l'enrichir. Ici, on parle principalement des images, mais ça peut être également des vidéos, ça peut être également des fichiers que vous proposez en téléchargement, comme des PDF, comme des fichiers doc, etc., etc. Alors, la bibliothèque, pour l'instant, elle est vide. Nous allons la peupler un peu tout à l'heure. Quand vous cliquez sur bibliothèque, vous allez voir toutes les images, ou du moins tous les médias qui sont disponibles. Comme je vous ai dit, ce sera majoritairement des images, des illustrations, mais ça peut être des vidéos, ça peut être des fichiers audio, des fichiers sonores, ça peut être des fichiers texte ou PDF ou whatever que vous voulez que vos utilisateurs téléchargent. Et si vous voulez ajouter, vous allez cliquer sur le bouton ajouter. Alors les pages, contrairement aux articles qui ont par définition un statut un peu temporaire, les pages, elles, sont un peu plus pérennes. C'est un peu comme les piliers de votre site web, les éléments structurels de votre site web qui définissent effectivement la structure de votre site web. C'est par exemple à l'intérieur des pages que vous allez définir la page d'accueil, que vous allez définir par exemple la page qui présente l'entreprise ou vos services, la page qui présente vos produits. Bon, les produits, c'est un peu délicat, dépendamment de si vous vendez ou pas. On verra ça plus en détail tout à l'heure, etc., etc. Quand vous cliquez sur toutes les pages, vous avez la possibilité de voir toutes les pages qui ont été créées, leur titre. Vous avez la possibilité de voir l'auteur. Ici également, vous pouvez avoir des commentaires, la date à laquelle ça a été créé. Alors, de la même façon qu'avec les articles, vous avez la possibilité de, comment dire ça, de modifier les pages existantes, de les afficher, de les mettre à la corbeille ou à la poubelle. Vous pouvez cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter la page ou sur le lien ajouter de la section page pour ajouter les pages. Dans la section commentaires, vous avez principalement la possibilité de voir les commentaires qui ont été effectués sur vos articles. Et même sur les pages également. Donc vous avez la possibilité de voir la personne qui a effectué le commentaire, le contenu du commentaire, à quoi était rattaché ce commentaire, est-ce que c'était un article, est-ce que c'était une page, etc. Et à quel moment est-ce que le commentaire a été fait. Sur Internet, il y a beaucoup d'interactions. Certaines sont bonnes et inspirantes, d'autres sont alarmantes et déstabilisantes. Si vous avez un formulaire de contact, un formulaire de commentaires, si votre site web devient populaire, à un moment donné, vous allez recevoir des publicités de tout genre de choses qui n'ont aucun sens. Casino, Viagra, voyage sur la Lune, etc., etc. Donc, certains seront indésirables, il faudra les marquer indésirables, certains il faudra les jeter. Indésirables, ça veut tout simplement dire que le système, s'il voit encore cet auteur publier quelque chose, ou quelque chose qui vient de cette adresse IP, il va bloquer tout simplement pour que ça n'entre plus sur votre site web.
Corbeille parce que bon, ça vaut pas la peine, désapprouvé parce que ça viole les politiques de votre site web, ou etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'options. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Nous avons un menu, ou plutôt un sous-menu, une section qui gère les apparences. Alors ici, c'est là que vous aurez la possibilité de voir quels sont les thèmes qui sont installés dans votre système. Un thème, c'est un ensemble de configurations qui définissent l'apparence et certaines des fonctions de base de votre système. Donc en ce moment, dans notre système, nous avons 3 thèmes qui sont installés, 2017, 2019 et 2020. Vous avez la possibilité d'en rajouter d'autres. Même si vous pouvez avoir des centaines de thèmes installés dans votre système, votre site web ne peut utiliser à la fois qu'un seul thème. Donc ici, nous en avons 3 qui sont installés, mais le seul qui est utilisé actuellement, c'est 2020. Et c'est lui qui donne cette apparence aussi que nous voyons à notre site web. Si par exemple, on prend plutôt 2017 et on clique sur activer, ça c'est juste pour vous montrer. Si je reviens ici, j'ouvre un nouvel onglet, voilà à quoi va ressembler notre site web. Alors c'est exactement le même contenu, bonjour tout le monde, patati patata, etc. Vous voyez ici, bonjour tout le monde, patati patata, mais vous voyez qu'il y a 2 présentations différentes. Les polices ne sont pas les mêmes, les couleurs ne sont pas les mêmes, les dispositions des éléments ne sont pas les mêmes. Donc c'est ça, entre autres, que font les thèmes. Les thèmes, ils vont donner une signature visuelle et cohérente à l'ensemble des pages de votre site web, sans que vous ayez besoin nécessairement de changer beaucoup de choses. Vous avez vu, j'ai juste activé. Et là, par exemple, les polices ont changé, les alignements ont changé, les couleurs ont changé, même les images, dans une certaine mesure, ont changé les couleurs. Ça, c'est géré par le thème. Ok, bon, on va revenir à 2020, tout simplement. Alors, ces thèmes-là, disons, vous pouvez en rajouter, vous pouvez personnaliser celui qui existe déjà, parce qu'il y a dépendamment du thème que vous avez choisi, certains vont vous permettre, par exemple, si vous n'aimez pas cette espèce de beige, blanc cassé qui est en arrière-plan là, certains thèmes vont vous permettre de changer ce genre de couleur. Si vous n'aimez pas ce rose bonbon, je sais pas trop quoi là, certains thèmes vont vous permettre de changer ces couleurs pour que, au lieu que ce soit du rose, que ce soit peut-être du rouge ou du vert ou du bleu, etc. Même les polices de caractère, certains thèmes vont vous permettre de les changer. Ce n'est pas le cas de tous, mais certains le feront. Les widgets, on y reviendra plus tard. Vous pouvez définir les menus. Alors ici, est-ce que nous en avons? Oui, nous en avons un. Voici le menu. Là, est-ce que nous en avions un? Non, nous n'en avions pas. Donc, pour définir les menus, ce qui va apparaître à l'intérieur du menu, comment est-ce que ça va être, de quoi ça va être constitué, comment est-ce que ça va fonctionner, vous pourrez le faire dans cette section-ci. Vous pouvez définir l'arrière-plan et même modifier certains éléments du thème si vous avez certaines notions en programmation. Donc, on aura l'occasion de revenir un peu plus en détail ici. Les extensions, par contre, définissent les fonctionnalités que vous aurez sur votre site web. Alors, ça peut être un peu mêlant parce que les thèmes, eux aussi, viennent avec des fonctionnalités. Mais la particularité des fonctionnalités offertes par le thème, c'est qu'elles sont, comment dire ça, intégrées de manière cohérente à l'aspect visuel du thème. Ça veut dire qu'on vous ajoute des fonctionnalités à votre site web. Oui, c'est vrai. Parfois, c'est pas tout le temps, mais même lorsqu'elles sont ajoutées, elles vont épouser l'apparence visuelle du thème, ce sera vraiment cohérent. Les extensions, elles, se focalisent beaucoup plus sur les fonctionnalités que vous souhaitez ajouter à votre système, mais parfois, elles n'épouseront
pas nécessairement complètement l'apparence visuelle de votre thème, de telle sorte qu'il vous faudra parfois manuellement effectuer certaines modifications pour que les fonctionnalités que vous avez rajoutées, peut-être c'est une boutique, peut-être c'est un système de réservation en ligne, peut-être c'est un système de téléchargement ou quoi que ce soit, que ça épouse les fonctions graphiques et dispositions graphiques de votre site web. Alors les extensions, vous pouvez voir celles qui sont installées dans votre système par défaut lorsque vous cliquez sur extension, mais vous pouvez cliquer sur le bouton ajouter pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou cliquer ici sur le bouton ajouter. Les extensions, si vous avez certaines notions en programmation, vous pouvez également les modifier quelque peu en termes de programmation. Bon, ben, ça c'est un peu intermédiaire avancé. On aura l'occasion d'en parler également. Vous pouvez gérer vos utilisateurs dans la section utilisateurs. Alors ici, vous allez voir tous les utilisateurs qui ont un compte sur votre système. C'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter en fournissant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et ça peut être pertinent si vous voulez que plusieurs personnes administrent le site web. Donc, vous ne voulez pas être le seul à rajouter des articles de biais, des articles de blog, pardon, à rajouter des pages. Vous avez des associés ou quelque chose comme ça qui gèrent le contenu. Vous pouvez le définir ici, on aura l'occasion de le voir. Mais vous pouvez également permettre à vos utilisateurs de s'inscrire à votre site web, pas forcément pour voir l'interface d'administration et jouer avec le contenu, mais peut-être pour qu'ils aient accès à certaines sections du site web, un peu comme un système d'abonnement, un système de membres. Vous pouvez le définir, on aura l'occasion de le voir également. Vous pouvez également changer votre profil à vous. Et si vous êtes administrateur, changez un peu également le profil des autres utilisateurs. On aura l'occasion de revenir là-dessus. WordPress, par défaut, vient avec un certain nombre d'outils qui peuvent vous permettre de faire des choses intéressantes comme importer ou exporter des contenus, voir un peu l'état de santé de votre site web. Ça vous donne un ensemble de détails sur ce qu'il y a sur votre site web et ce qu'il y a à améliorer, à corriger. Vous pouvez exporter les données personnelles de vos utilisateurs ou les effacer. Ça peut être vraiment pertinent si vous voulez vous comply, c'est quoi? Vous mettre en phase avec certaines législations. C'est vraiment très important. Alors les réglages, c'est peut-être l'un des éléments les plus importants du tableau de bord. Ça va vous permettre de définir vraiment de configurer votre site web par rapport à ce qu'il doit offrir comme service, comme fonctionnalité et comment est-ce qu'il se présente au monde. Donc, vous avez les réglages généraux, vous avez des réglages pour la manière de commencer, d'interagir avec votre site web pour écrire de nouveaux articles. Vous avez des réglages par rapport à la présentation de votre site web et la manière dont il va présenter certains contenus, on va y revenir plus tard. Par rapport aux discussions, ce que vous voulez autoriser comme interaction sur votre site web, sur vos pages de commentaires, etc. Comment est-ce qu'il gère les médias, c'est-à-dire les images principalement, mais également leur organisation. Comment est-ce qu'il gère les liens, la présentation, la forme des liens. Et puis, concernant la vie privée, on aura l'occasion de venir là-dessus plus en détail. Le menu prend une place relativement importante. Bon, tout dépend de la taille de votre écran, mais si vous travaillez sur le tableau de bord à partir, par exemple, d'un écran de laptop, ce petit espace peut être grand et peut être gênant. Alors, pour optimiser l'espace, vous pouvez réduire le menu, qui va être réduit à une petite bande. Avec le temps, vous saurez à quoi correspond chaque icône. Mais de toute façon, en passant la souris au-dessus, vous avez la possibilité de savoir à quoi correspond chaque icône.